Hello, vous m'entendez? Ok, parfait. Donc aujourd'hui, on va discuter et essayer de trouver la recette pour faire une lib ou un SDK parfait. Donc en effet, pour faire cette lib qu'on va distribuer et pour faire que cette lib qu'on va distribuer soit adoptée et acceptée pleinement, il y a des règles à respecter. Donc on va parler de ces règles et je les agrémenterai d'exemples ou de contre-exemples que j'ai rencontrés lors de ma vie de développeur. Alors, en parlant de vie de développeur, moi ça fait 4 ans que je suis chez Parrot, et 4 ans que je travaille sur le SDK qui s'appelle ARSDK 3. Donc il y a un SDK pour piloter tous les drones Parrot. Il est open source, il est sorti en fin 2014, donc il a un petit peu moins de 4 ans, et il est disponible pour Android, iOS et Unix. Et puis, ça fait maintenant 2 ans que notre équipe travaille sur Grand SDK, qui est la nouvelle version de ce SDK. Donc voilà, c'est une exclusivité pour Android Makers. On n'en a jamais parlé jusque-là. Donc voilà, c'est une toute nouvelle version qui va sortir dans quelques temps. Et puis, durant mon temps libre, je suis développeur de la librairie qui s'appelle le JCVD, qui est une librairie qui aide à l'utilisation d'Awareness API. Et enfin, en tant que développeur mobile, je suis bien entendu utilisateur d'une multitude de libs. Voilà. Donc l'envie en fait de faire cette présentation, elle est née suite au travail d'analyse qu'on a fait pour créer Grand SDK. Et donc ce travail d'analyse, il s'est fait sur le SDK actuel, sur la SDK 3. Donc on a beaucoup regardé ce qu'on avait fait. On s'est aperçu qu'on avait fait quelques erreurs et qu'on avait quand même eu quelques bonnes idées. Donc la meilleure des choses, c'était bien entendu d'appliquer les résultats de cette analyse à la création de Grand SDK et ensuite de partager ces résultats avec vous, avec la communauté, pour que ça bénéficie à tout le monde et que tout le monde puisse faire de meilleurs livres. Alors, moi, je vais vous parler donc de comment produire et livrer une lib, tout en prenant exemple sur ce qu'on a fait par le passé et ce qu'on compte faire pour l'avenir. Donc, on verra les différentes phases de la création d'une lib, donc à savoir sa préparation, son écriture, sa livraison, et une fois qu'elle est livrée, sa maintenance. Et je terminerai par quelques idées bonus qui peuvent s'appliquer sur certaines libs. Là, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Alors, avant toute chose, lorsque vous comptez créer une lib, avant de la coder, il va falloir passer du temps à la préparer et à la définir. Donc, on va avoir toute cette étape de préparation où on va penser à son API, donc à l'API de notre lib, ce qu'on va exposer, à la partie publique que l'on va exposer, mais aussi comment elle va être architecturée. Donc quand vous faites une lib, vous allez forcément avoir la vision de celui qui la code, ça c'est normal. Mais pour faire une bonne lib, il va aussi falloir avoir la vision de celui qui va l'utiliser. C'est un changement de rôle auquel je vais revenir quelques fois durant cette présentation, et c'est très important. Il va falloir donc se mettre dans la peau d'un utilisateur de lib, pas uniquement de votre lib, mais d'une lib en général. Et donc, essayez de réfléchir à ce qui vous fait choisir telle ou telle lib, ce qui vous fait dire que telle lib est digne d'être utilisée dans votre application. Donc voilà, maintenant on va passer en revue les différents points de cette préparation. Donc premièrement, il faut définir l'objectif de notre lib, c'est-à-dire ce qu'on veut qu'elle fasse. Ça doit être simple et rester simple. Ça doit pouvoir être résumé en une seule phrase. Et il faut que ce principe, en règle générale, reste le même tout au long de la durée de vie de votre lib. À part quelques contre-exemples, mais il faut essayer de le garder le même pour pas perdre vos utilisateurs. Ce sera la première chose que vos utilisateurs verront. Et uniquement avec cette petite description, cette courte description, ils doivent savoir si la lib leur convient à leurs besoins et ce qu'ils peuvent faire avec cette lib.
Ensuite, il faut connaître sa cible. Alors, connaître sa cible, ça va vous aider à définir le niveau d'abstraction de votre API. Pour le SDK Parrot, souvent la question c'est est-ce que notre cible c'est des développeurs d'applications ou plutôt des modélistes. Pour des libres en général, la question ce sera plutôt est-ce que je vais m'adresser à des développeurs débutants ou plutôt à des développeurs experts. Donc voilà, faut trouver la bonne place de ce curseur. De la même manière, la façon dont votre lib va être utilisée, ça doit être défini au tout début, dans cette étape de préparation. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous allez exporter, de ce que vous allez présenter à vos utilisateurs. Toujours, il faut que ça reste simple. Il ne faut pas que votre client puisse se demander comment il doit faire telle ou telle chose ou comment il doit accéder à telle ou telle fonctionnalité. Pour avoir cette clarté dans l'API, ce qu'on a fait pour Grand SDK, c'est une préétude de quelle fonctionnalité du SDK, du drone, on allait mettre à quel endroit. Ce qu'on voulait, c'était éviter, comme sur le SDK actuel, qu'on ait un objet drone et qu'il y ait tout, qu'on accède à toutes ces fonctionnalités à partir de cet objet drone. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'était découper le drone en petites unités logiques et fonctionnelles et autonomes. Donc on a découpé le drone en composants, ce qu'on appelle des composants. Il y a plusieurs types de composants, dont les instruments, une partie des instruments est présentée ici. Et on peut voir que on a un instrument qui s'appelle le GPS qui expose la latitude, la longitude, et ainsi de suite du drone. Un autre composant qui est l'altimètre, et ainsi de suite. Ce qui est présenté ici, c'est sûrement plus dans Grand SDK aujourd'hui, mais c'est un document qui nous a beaucoup servi et sur lequel on s'est beaucoup reposé pour avoir une API qui, je pense, est assez simple et claire à utiliser. Et la simplicité, elle ne doit pas être uniquement présente au niveau global de votre API, mais aussi au niveau de l'appel de fonction ou la création d'objets. Il faut éviter d'avoir des fonctions avec énormément de paramètres. Et pourtant, vous allez vouloir laisser à votre client la liberté de paramétrer finement tel ou tel objet. Ça, c'est une bonne chose. Faut pas ne pas le faire. Mais il faut pas que ce soit une obligation pour tous ceux qui vont utiliser votre ligne. Et donc, une bonne idée, c'est d'utiliser le pattern. Enfin, il y a d'autres moyens de le faire, mais une bonne idée, ça peut être d'utiliser le design pattern builder. Alors ici, j'ai mis un exemple de comment on peut créer un objet rétrofit. Donc en haut, vous avez juste la création basique avec une base URL, et en dessous, on peut voir que si on a envie, on peut rajouter des paramètres. Ici, par exemple, une converteur factory. Et ensuite, il va falloir trouver le juste milieu entre une API qui est compréhensible et une API qui est techniquement précise ou juste. Et à propos de ça, il y a eu un récent débat sur Twitter sur l'API Big Decimal. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, je vais vous résumer en gros le débat. C'est est-ce qu'une API est-ce qu'une API doit être techniquement juste, même si ça la rend difficilement compréhensible et donc difficilement utilisable? Alors, c'est assez dur de répondre à cette question, et surtout, ça dépend beaucoup de votre cible. Heureusement, notre cible, on l'a déjà définie. Donc, dans notre cas, je le rappelle, c'était est-ce qu'on s'adresse à des développeurs ou à des modélistes qui connaissent le jargon technique. Et donc, pour nous, c'est plutôt des développeurs. Donc, on va essayer de garder une API qui est claire pour le commun des mortels, même si on essaye de garder quand même une justesse technique, si possible. Et un exemple de ça, donc voilà comment un drone avance. Ça, c'est une animation qui montre comment un drone avance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va modifier son pitch. Son pitch, c'est donc cet angle-là par rapport au sol. Donc, quand le drone a un pitch égal à 0, il est à l'horizontale et il n'avance ni ne recule. Si maintenant on lui applique un pitch positif, il va regarder vers le haut, ce qui va faire qu'il va reculer. Donc, vous l'avez compris, pour faire avancer un drone, il faut lui appliquer un pitch négatif.
Ça, c'est pas forcément naturel. Donc, on a pris la liberté dans le SDK d'inverser les unités du pitch pour que l'API soit plus naturelle à utiliser. Donc, un développeur, quand il arrive sur le projet, il veut faire avancer le drone, il a juste à passer quelque chose de positif. Donc voilà, ça c'est un exemple de un choix dans l'API qui vient renforcer sa facilité de compréhension au détriment de sa justesse technique. Et toujours dans le même but de simplifier l'utilisation de notre lib pour nos futurs clients, la cohérence, garder une cohérence dans l'API, c'est très important. Alors, une petite anecdote à ce sujet, les développeurs du framework Android ont un internal API council, donc c'est un conseil qui se réunit fréquemment, je me souviens plus de la fréquence, et qui juge, qui examine leur API qui n'est pas encore publiée, donc les futures API, et qui établit si oui ou non elles sont conformes à leurs standards ou sont toutes cohérentes entre elles. Alors moi je vous dis pas de vous imposer des réunions toutes les semaines pour faire cette revue d'API, surtout si vous travaillez sur une petite lib, mais garder un document qui réunit toute votre API, ça peut être une bonne idée, et regarder ce document de temps en temps. De notre côté, on le fait, on le fait pas souvent, mais on le fait, et voici un extrait de une revue d'API qu'on a eu sur l'altimètre, qui lui montre qu'on a eu des différences, et j'espère qu'elles ont été corrigées depuis, entre l'API iOS et l'API Android. Là, on peut le voir, l'altitude relative au point de take-off, au point de décollage, pardon. Sur iOS, c'était un double nullable, alors que sur Android, c'est un double non nul. Donc voilà, cette revue d'API, ça va vous permettre de corriger des différences entre deux plateformes. Ça peut aussi vous aider à corriger des différences dans une même API sur une même plateforme. On a souvent, par exemple, cette revue d'API permet de détecter souvent des différences. Par exemple, dans les angles, il y a une partie de l'API qui expose des angles en radians, alors qu'une autre expose des angles en degrés. Donc voilà, c'est garder un document qui résume toute notre API. Ça nous aide à corriger ces petits problèmes de cohérence. Et puis, afin de ne pas perdre vos utilisateurs qui ont leurs habitudes vis-à-vis de la plateforme qu'ils utilisent, c'est bien d'essayer de faire en sorte que quand ils utilisent votre lib, ils n'aient pas l'impression d'utiliser une lib externe, mais plutôt une feature fournie directement par le framework Android. Et pour ça, il faut essayer au maximum de réutiliser les paradigmes de la plateforme et les coding rules de cette plateforme et du langage aussi. Donc, par exemple, pour Android, on aura plutôt des callbacks qui s'appelleront on quelque chose receive, alors que sur iOS, ce sera did receive quelque chose. Pour moi, la cohérence entre deux plateformes, enfin entre une API sur deux plateformes, c'est moins important que garder une cohérence avec de la lib avec la plateforme sur laquelle elle va être utilisée. Et donc, au lieu d'avoir exactement la même API entre deux plateformes, il faut savoir s'autoriser quelques petits changements pour mieux adhérer aux coding rules de la plateforme. Et puis, donc tout au long de dernier conseil, tout au long de l'écriture de votre lib, il faut garder en tête que ce que vous intégrez à l'API, donc à la partie publique de votre lib, c'est censé être là pour toujours. Et comme le présentait si bien Romain Hitchett l'an dernier, donc building APIs is about creating future regrets. Et en effet, moi, il y a des parties du SDK actuel que je regrette amèrement d'avoir écrit. Mais une fois que c'est sorti, c'est sorti. Et potentiellement, des gens l'utilisent. Et si vous le changez, ou si vous l'enlevez ou le modifiez, le code de vos clients ne compilera plus. Donc pour éviter ça, pour éviter ces regrets, donc, comme je l'ai dit, il y a la revue d'API qui permet de s'apercevoir en avance si une API est digne d'être publiée. Mais il y a un autre moyen, qui est un peu plus extrême certes, c'est de ne pas avoir d'API. Si vous n'avez pas d'API, vous n'avez pas de problème. On va pas aller jusque-là, mais il faut essayer de garder ces objets privés et finaux par défaut. Et ainsi,
ne les exposer, ne changer leur scope que quand ils sont vraiment indispensables à votre API. Donc voilà, le conseil c'est de commencer par créer vos classes ou vos fonctions privées ou en tout cas package private et de ne les publier que si vraiment vous en avez besoin dans votre API. Voilà, bon, on a assez préparé, on a les bases de notre lib, on a une idée de ce que l'API sera et donc maintenant on peut se mettre à coder. Alors, première chose à faire quand on code, c'est bien entendu de créer le projet. Et en même temps que la création du projet, il faut nommer le package principal en fonction du nom de votre lib. Ça va aider à isoler le code chez vos clients, isoler le code de votre lib. Et il peut être aussi intéressant de préfixer toutes vos classes par donc un préfixe à 2 lettres ou 3 lettres représentatives du nom de votre lib. C'est moins important sur Android parce que vous avez justement ce package. Mais ici il y a des devs iOS aussi. C'est très très important si votre lib est utilisé en Objective-C. Et d'ailleurs, à propos de ça, Apple se réserve l'utilisation des préfixes à 2 lettres et recommande plutôt d'utiliser un préfixe à 3 lettres. Et puis sur Android, ça peut être une bonne idée d'utiliser ressources préfixes. Alors, ressources préfixes, c'est un attribut Gradle qui se place dans le build.gradle de votre lib. Et comme vous pouvez le voir, on lui associe une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, ça devra être le préfixe de toutes vos ressources. Si jamais vous oubliez ce préfixe dans l'une de vos ressources, eh ben vous aurez ce qui est en bas, un warning. Android Studio va vous informer que vous avez oublié de préfixer cette ressource. Ce préfixe, il est là, tout comme le package, pour isoler les ressources de votre lib. Et une bonne pratique, quand vous écrivez votre SDK, c'est de rendre le log de telle ou telle fonctionnalité possible. Alors, ça peut vous aider déjà à comprendre ce qui se passe dans votre code, mais ça peut surtout aider les utilisateurs de votre lib à comprendre ce qui se passe dans votre code, voire même à vous faire des bug reports si besoin. Par contre, il faut éviter à tout prix de flouder le log. Et donc, pour faire ça, c'est bien de rendre ce log paramétrable. Alors, paramétrable en niveau de log, donc debug, error, warning, etc. Mais aussi en paramétrer la fonctionnalité à loguer. Dans des SDK, par exemple, vous pouvez loguer toute la partie update et uniquement la partie mise à jour du drone va être loguée. Ensuite, il y a une fonction dans le framework Android qui, d'après moi, n'est pas assez connue, c'est la fonction dump. Cette fonction, je ne sais pas du tout si vous voyez, je suis désolé, bon, je vais vous expliquer. Donc cette fonction, elle est overrideable dans les activities, les services, les fragments, et il y a d'autres objets. Et donc la fonction dump, elle permet de décrire depuis ADB le contenu d'un objet. Et le fait que ce soit en ADB, c'est très très pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir Android Studio d'ouvert avec le projet d'installer. Juste en ADB, vous allez pouvoir loguer toute une partie de votre app. Et donc voilà comment on fait. On override la fonction dump. En paramètre de cette fonction, il y a des arguments que vous pouvez lire et utiliser. Et donc là, dans l'exemple que vous ne voyez pas, si j'ai un --var ou un --all, je dump toutes les variables de cette activité. Et voilà comment ça s'utilise. Dans un terminal, on a juste à faire un ADB shell dump6 activity si on veut dumper l'activité, son nom, et passer les arguments à la suite. Et donc là, la deuxième ligne bleue, j'ai passé --var, donc on peut voir que mon activité les variables de mon activité ont bien été dumpées. Ce qu'on a fait dans Grand SDK, c'est qu'on a un service qui tourne en background et qui peut être dumpé. Et au dump, en fait, il va appeler en cascade les méthodes dump de plusieurs de ces objets en fonction des paramètres passés. Et ça va vous permettre de débugger en profondeur toute une partie de votre lib sans avoir à faire du débugger. Et la règle ultime quand vous faites une lib, c'est de ne jamais crasher en production au moins. J'ai mis jamais de crash pour une autre raison qu'une mauvaise utilisation, parce que ce qu'on a fait dans Grand SDK, c'est qu'on s'autorise de crasher
quand c'est une erreur du développeur qui utilise notre SDK. Parce que c'est quelque chose qu'on veut qu'il voit tout de suite et que on veut pas qu'il puisse soumettre son appli sans régler ce problème. Et donc là, je vais revenir sur un des points que j'ai cité au tout début, c'était le changement de rôle. Donc, prendre le rôle de celui qui utilise une lib. Alors, j'ai souvent entendu dire que quand on utilise une lib dans son app, il faut penser pouvoir être capable de la débugger ou de la maintenir, au cas où les mainteneurs de la lib l'abandonnent, ou au cas où il y a un bug fix à faire très rapidement. Donc voilà, un des points de sélection d'une lib, c'est d'être capable de la débugger. Pour être capable de la débugger, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, le meilleur moyen, c'est d'avoir un code clair. Mais un autre très bon moyen, c'est d'avoir des commentaires de code. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter votre code le plus possible. Et au-delà du commentaire de code, la documentation de votre API, elle est obligatoire. Donc voilà un conseil de comment ne pas oublier de documenter son API. Il faut aller dans les settings d'Android Studio, inspection, declaration as Javadoc problem. Il faut le cocher. Il me semble que c'est coché par défaut, mais il faut s'assurer que c'est coché. Et le petit trick ici, c'est de cliquer sur declaration as Javadoc problem. Ça va vous ouvrir donc une nouvelle fenêtre et vous allez avoir accès au scope de l'obligation de Javadoc. Par défaut, il est à none. Moi, ce que je vous recommande, c'est au moins sur les classes, les méthodes, les fields, les inner classes, de le mettre à public. Si vous faites ça, dès que vous allez créer une méthode publique qui n'a pas de Javadoc, Android Studio va mettre un warning et ainsi vous allez éviter d'oublier ce commentaire de fonction. En plus de la Javadoc, toujours dans le but d'ajouter de l'information à notre code, les annotations Android, elles sont vraiment à utiliser. Les annotations qui rajoutent du sens au code. Donc par exemple les annotations nullables, non nulles forcément, et les annotations qui spécifient le threading, les ranges et ainsi de suite, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Un autre point indispensable à toute lib qui se respecte, c'est les tests. Pour une app, les tests ils sont importants. Pour une lib, j'ai envie de dire qu'ils sont obligatoires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois écrits, ces tests, ils ne devraient pas changer normalement. Et le fait qu'ils ne changent pas, ça va nous assurer que l'API ne change pas. Et donc on évite les compatibility breaks. Et ça va nous assurer aussi que le comportement d'une même fonction entre deux versions ne change pas. Ça c'est très important. Et enfin, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément dans les tests, une utilité des tests auquel on ne pense pas forcément. Grand SDK, il est écrit l'API iOS est écrit en Swift. Notre app d'exemple est écrit en Swift. Donc on ne teste pas du tout l'API Objective-C. Donc on a des tests uniquement de l'API, pas du tout du fonctionnement de cette API, mais juste de l'API, donc c'est juste un appel, juste pour voir si cette API Objective-C, elle est utilisable, elle est lisible, elle est bien faite. On devrait avoir la même chose, on n'a pas encore, mais j'espère qu'on aura. On devrait avoir la même chose pour tester l'API Kotlin. Grand SDK est écrit en Java. On devrait tester ce que donne notre API en Kotlin. Donc on devrait écrire des tests pour ça. Un autre point, une autre chose obligatoire à fournir avec notre lib, c'est une app d'exemple. Une des grosses erreurs qu'on a fait pour la sortie de RSDK 3, c'est qu'on n'a pas fourni d'app d'exemple. On a même fait pire, c'est qu'on a publié des bouts de l'app, donc de FreeFlight, qui est l'app officielle Parrot, qui utilise le SDK. On a publié des extraits de code de cette app qui compilaient pas. Donc forcément, on s'est fait tuer par les devs. Donc juste après, on a sorti des vrais exemples qui compilaient, et là, ça allait bien mieux. Ne faites pas comme nous. Et puis, il faut utiliser votre lib dans un autre projet que juste une app d'exemple. L'app d'exemple, elle est là pour montrer comment on se sert de votre API.
Il faut utiliser votre lib dans une vraie app qui a un vrai but. Et ainsi, vous allez avoir des cas d'utilisation auxquels vous n'auriez pas forcément pensé si vous vouliez juste montrer comment on utilise votre lib. Alors, durant cette écriture, dans cette phase d'écriture, vous allez souvent avoir envie d'utiliser des libs externes pour vous faciliter le travail. Dans une app, ça c'est très bien. Dans une lib, maintenant, c'est à éviter. Et voilà pourquoi. Alors, imaginons on a une lib A, c'est une lib externe, c'est pas nous qui la développons. Nous, on développe la lib B. Et il y a une app qui utilise notre lib B, mais elle a aussi une dépendance directe sur A. Vous voyez ? Donc, dans le cas où l'app dépend de A en version 1, alors que B dépend de A en version 2, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe dans l'app ? Quelle version de A est embarquée dans l'app ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est la version 1 ? Est-ce que c'est la version 2 ? Ok. Donc je crois qu'il y avait plus de les deux. Eh ben c'est la version 2. Gradle résout les conflits en utilisant la plus récente des deux versions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si dans A en version 1, on a une fonction qui s'appelle V1, alors que dans A en version 2, ils ont remplacé, les développeurs de cette lib ont remplacé la fonction V1 par une fonction qui s'appelle V2. Elle fait la même chose, donc les B et l'app veulent utiliser cette fonction. Donc dans un premier cas, qui est en haut, l'app aura une dépendance sur A en V1, donc il va vouloir utiliser la fonction V1 directement. Eh ben, Android Studio va directement dire non, parce qu'il sait que Gradle va utiliser la version 2. Donc va exposer la fonction V2. Donc là, vous avez un petit problème, mais qui n'est pas si grave, parce que vous n'allez pas pouvoir compiler. Par contre, dans l'exemple du bas, donc là, l'app utilise la fonction V2, tout va bien, parce qu'elle est fournie. Par contre, quand B utilise la version V1, elle n'existe pas. Et donc là, ça crache au runtime. Donc, ce que nous montre notre exemple, c'est déjà, ne soyez pas les développeurs de A. Faut pas du tout, faut éviter au maximum de faire de casser la compatibilité dans l'API. Et enfin, que si vous avez une app qui utilise, qui a une dépendance commune avec une lib que vous utilisez, il faut que vous vous aligniez sur la version présente dans la lib que vous utilisez, ou plus bas, mais jamais plus haut. Et enfin, il ne faut pas oublier, quand vous écrivez votre lib, que vous ne maîtrisez pas le contexte dans lequel il va être utilisé. Vous ne connaissez pas les contraintes de votre client, et donc en règle générale, il faut faire très attention au nombre de méthodes, à l'empreinte mémoire, à l'empreinte batterie, au poids de votre lib, et ainsi de suite. Et si vous surveillez consciencieusement ces points-là, vous allez peut-être éviter de perdre des clients. Alors voilà, avec tous ces conseils, on a maintenant une lib qui est prête. Il est temps de la présenter publiquement et de la livrer. Alors, pour la livraison, il faut considérer le dev qui va utiliser votre lib comme quelqu'un qui vous rejoindrait sur votre projet, sauf que vous ne pouvez pas lui parler directement. Donc, il faut que vous fassiez en sorte qu'il ait toutes les billes pour qualifier, comprendre et utiliser votre lib. Donc, on va commencer cette partie en parlant de la livraison du code source, donc pour un projet open source. Alors, il vous faut tout d'abord, en plus de votre code source forcément, un README. Alors, rappelez-vous, le premier conseil que j'ai donné, c'est d'avoir un but ou une petite phrase qui résume votre lib. Eh ben, on va réutiliser cette petite phrase, on va le mettre en gros dans votre lib. Et ensuite, il va falloir expliquer comment on utilise votre lib. Et le plus simple, c'est le mieux. Comment j'importe la lib, comment je m'en sers. Un autre point important au niveau de la livraison, c'est le choix de la licence. Et ça, les développeurs qui vont utiliser votre lib, ils vont y faire très attention, ou ils devraient y faire très attention. Cette licence, ça va déterminer le cadre d'utilisation légale de votre lib. Alors, je ne vais pas rentrer dans les choix des différentes licences,
mais vous devez en choisir une et vous devez la fournir au même endroit que votre code source. Et une bonne chose à faire aussi, c'est d'embarquer ce texte de licence en en-tête de tous vos fichiers sources. Et puis, pour le SDK Parrot, on a une contrainte, c'est que parfois il y a des noms des futurs drones qu'on veut cacher du SDK public, mais qui doivent être présents dans le SDK privé. Donc quand on fait une release publique, on veut modifier les commits qui étaient sur la branche privée pour changer ces noms ou ces noms de features. Donc si vous avez ce besoin, voilà comment nous on fait. On utilise Git Filter Branch. Avec Git Filter Branch, ça va réécrire l'historique Git en appliquant des filtres. Les filtres, ça peut être sur les dates, les noms des committeurs, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un filtre sur le message du commit et son contenu. Je mettrai les infos précises du script qu'on appelle dans les speaker notes, parce que c'est du bash, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux pas vous l'expliquer. Mais si vous n'avez pas besoin de scripter le tout, la doc de Git Filter Branch est vraiment très claire et c'est assez facile d'utilisation. Donc là, on va prendre pour exemple un filtre qui vient remplacer toutes les occurrences de Bebop 2 par Secret Drone. Donc sur la gauche, on a un commit, vous allez devoir me faire confiance là-dessus. Sur la gauche, on a un commit qui, dans son message de commit, a une occurrence de Bebop 2 et dans le contenu aussi. Après avoir appliqué Git Filter Branch, donc on a toutes les occurrences à la fois dans le message, à la fois dans le contenu de Bebop 2 qui sont remplacées par Secret Drone. Et là, le point auquel il faut faire attention, c'est que les deux commits ont plus du tout le même SHA-1. Parce que comme je l'ai dit, ça réécrit tout l'historique Git. Donc il faut y penser. Si jamais vous utilisez Git Filter Branch, à partir du moment où vous avez un commit qui a été changé, tout l'historique au-dessus va être modifié. Donc Git Filter Branch, c'est puissant, mais ça réécrit l'historique Git. Donc vous allez potentiellement avoir des commits de merge. Et les commits de merge, ça donne ça. Pas très joli. Donc à Parrot, ce qu'on fait pour garder un arbre Git clean, c'est une méthode, il doit y en avoir d'autres, mais voilà comment nous on le fait. Le principe de cette méthode, c'est d'avoir une branche privée et une branche publique qui n'ont pas le même commit parent. Et pour faire ça, donc on crée notre branche privée qui s'appelle Private Master, on lui fait un commit initial. Ensuite, on va créer la branche publique en lui passant git checkout --orphan, et c'est ce --orphan qui est important. Ça veut dire que elle aura pas elle aura pas de parent en commun avec la branche sur laquelle elle est écrite. Et on vient créer un commit initial. Et directement, de suite après, on va merger cette branche publique dans la privée. On va faire un sync point. Ensuite, on fait nos commits sur notre branche privée, tout va bien. Quand on veut faire la release, on se place sur la branche publique et on vient cherry-picker tous les commits qui étaient sur la branche privée que l'on veut. Et à ce moment-là, on peut squasher en un seul commit, on peut faire le Git Filter Branch, on peut même ne cherry-picker qu'une partie des commits, que ceux qui nous intéressent pour la branche publique. Le point important, c'est que juste après qu'on ait fait notre release, il faut refaire ce sync point, donc remerger la branche publique dans la branche privée. Alors voilà ce que ça donne. Donc on avait deux commits initiaux qui n'ont pas de commit parent. On a A, B et C qui ont été faits sur la branche privée et qui ont été squashés sur la branche publique en un seul. Juste après, on a le public sync point. Et imaginons qu'on ait un commit D qui a beaucoup de changements, pas des changements qu'on veut publier. Donc on fait d'prime qui vient faire le Git Filter Branch pour enlever tout ce qu'on veut pas. On va faire notre sync point et juste après en fait on va faire un fixe de d'prime qui était le commit sur la branche publique pour se remettre dans l'état dans lequel on était juste après D et ainsi de suite. Donc voilà comment on fait pour garder un arbre de Git. Maintenant on va parler de la distribution de la lib en elle-même. Avant de réaliser de façon publique, il peut être une bonne idée de faire une bêta privée. Alors, que ce soit avec des développeurs que vous connaissez, des développeurs qui sont intéressés par le sujet de votre lib. Cette bêta privée, en fait, ça va vous apporter un œil extérieur sur votre API
et vous allez pouvoir modifier cette API avant de faire votre première release publique. N'oubliez pas que normalement, dès la première release publique, votre API est fixée, elle ne doit pas bouger. Vous allez pouvoir ajouter des choses dans votre API, mais jamais modifier ou retirer. Et si jamais vous n'avez pas de bêta privée, si vous ne pouvez pas faire de bêta privée, eh ben vous pouvez faire une bêta publique, donc réaliser une version 0. quelque chose, et avertir vos utilisateurs que votre API n'est pas fixe. C'est ce que j'ai fait pour une de mes libs. Donc là, on peut voir qu'en 0.0.2, je déclarais clairement que l'API était sujette à changement, alors qu'en 1.0, je rassurais mes utilisateurs en leur disant, vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser la lib et lui faire confiance parce que son API ne changera pas. Enfin, pour livrer votre AR, oubliez tout ce qui est téléchargement d'AR direct. Non, il ne faut pas faire ça. Utilisez Center, Ditpack, il y en a d'autres, mais c'est les deux les plus connus. Voilà. Fournir un fichier ProGuard que vos clients vont pouvoir utiliser, c'est une très bonne pratique. Et il y a un attribut qui s'appelle Consumer ProGuard File pour ça. Si jamais votre lib l'embarque des librairies natives, il faut absolument penser à les fournir pour toutes les architectures ou un maximum d'architectures. Parce que si elles arrivent dans un projet qui a toutes les architectures et que vous ne fournissez qu'une partie des architectures, ben le projet va cracher sur l'architecture qui manque. Enfin, dernier point de la livraison, utilisez un versionning de votre lib qui est standard. Utilisez le semantic versionning. On pourra passer un peu plus de temps dessus si jamais il y a des questions. Mais voilà, utilisez un semantic versionning. Et lors de vos release notes, n'oubliez pas que vous vous adressez à des développeurs. Alors il faut éviter les fix some bugs, improvements. Il faut être vraiment précis. Alors ces deux points, utiliser le semantic versionning et avoir une release note précise, ça va aider vos clients à qualifier la release que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'avec ces deux points, ils vont pouvoir avoir une idée de est-ce qu'il faut qu'ils fassent une mise à jour dans l'urgence, est-ce que c'est une mise à jour qui va potentiellement casser leur code et du coup ils doivent attendre un petit peu et avoir du temps pour la faire, ou est-ce que même eux dans l'urgence ils doivent sortir une mise à jour de leur app suite à la mise à jour de votre lib. Voilà. Donc maintenant les devs ont accès à votre lib. Et c'est là que les vrais problèmes arrivent, puisque vous êtes développeur et pas forcément community manager ou autre. Il va falloir les aider. Il va falloir répondre à leurs demandes. Et justement, pour répondre à leurs demandes, pour récolter leurs requêtes et leurs plaintes, les issues GitHub, c'est un bon endroit. C'est public, ça donne une place à la discussion. Vous pouvez vous-même créer vos propres issues, comme ça vous avertissez vos utilisateurs que tel bug est connu, tel bug sera corrigé dans telle version, ou telle feature va être implémentée bientôt. Et sinon, il faut surveiller aussi Stack Overflow. Quand on a une réponse du développeur de la lib sur laquelle on pose une question, c'est un gros plus. De notre côté, on utilise un forum. C'est une bonne idée si vous avez une grosse base d'utilisateurs et beaucoup de demandes. Et si vous avez autant de chance que nous, vous pourrez même faire qu'ils se répondent entre eux et du coup ça vous décharge un petit peu de votre travail. Au sujet des pull requests, il faut essayer de les traiter le plus vite possible et avoir un outil de CI et des tests sur votre projet. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée de si la pull request est bonne ou pas. Et puis il faut être honnête. Si la pull request ne vous convient pas, il ne faut pas hésiter à le dire. C'est vous le mainteneur et le créateur de votre lib, donc vous avez tous les droits. Et rappelez-vous, vous pouvez utiliser justement la petite phrase qui résume votre lib en excuse ou en raison pour laquelle vous refusez une pull request, si jamais elle sort du cadre d'utilisation de la lib que vous avez prévue. Et toujours en restant sur l'honnêteté, il faut aussi que vous le disiez quand vous avez plus le temps de maintenir votre lib. C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste être honnête et le dire. Comme ça, les utilisateurs savent à quoi s'attendre. Alors voilà, là vous avez une lib qui est tip top.
mais on peut encore aller plus loin. Donc là, je vous ai fait une compilation, une rapide compilation de petits détails qui feront que votre lib sera remarqué et adopté encore mieux, encore plus. Certains détails s'appliquent pas forcément à tout type de lib, mais ça peut vous donner une petite idée. Alors, le règlement général sur la protection des données, j'ai préparé la présentation il y a un mois, donc je l'ai mis dans les bonus. En fait, dans 2 semaines, je crois. C'est plus dans les bonus, c'est même presque dans la préparation ou dans l'écriture qu'il faut le faire. C'est quelque chose d'obligatoire. Si jamais vous collectez des données personnelles dans votre lib, eh ben, il faut absolument que vous laissiez un moyen à l'app de désactiver cette collecte. Et je suis pas expert en RGPD, mais il faut aussi certainement que l'app puisse savoir quelles données vous collectez pour les exposer à ses utilisateurs, et qu'elle puisse récupérer et afficher votre privacy policy à ses utilisateurs. Ensuite, avoir un simulateur, c'est pas possible pour toutes les libs, mais si jamais vous faites une lib pour un objet connecté, c'est vraiment très pratique. Nous, on fournit un simulateur de drone pour que les développeurs qui utilisent notre SDK puissent tester leur appli sans avoir à sortir, ou s'ils font des choses bizarres, ne pas avoir à cracher un drone dans un mur. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a accès au drone et vraiment à tous ces paramètres, et il réagit vraiment comme un vrai drone. Vous pouvez ajuster le vent et ainsi de suite, la batterie. Et donc voilà ce que ça donne. Et puis mention spéciale aux gens qui ont travaillé sur le SDK Pepper. Je sais pas si vous connaissez le petit robot Pepper de SoftBank Robotics. Donc les gens qui ont travaillé sur ce SDK, ils ont fait un plugin Android Studio qui lance un simulateur de leur robot. Et cette idée de plugin Android Studio, j'ai trouvé ça vraiment super, donc bravo à eux. Et enfin, toute initiative qui va aider vos utilisateurs à appréhender votre lib, c'est positif. Vous pouvez organiser des workshops, des hackathons, des code labs, et ainsi de suite. Et même peut-être mettre en place un programme de bug bounty pour inciter les développeurs à trouver les bugs et à vous les signaler dans votre lib. Voilà, je vous laisse avec 2 messages qui nous ont été adressés sur le forum. C'est 2 messages de remerciement. C'est pas pour crâner, je vous jure. C'est juste pour vous dire que quand vous allez écrire une lib, vous allez forcément, ça va vous demander du travail, et vous allez forcément avoir des plaintes d'utilisateurs. Mais ne serait-ce qu'avoir un retour d'un client qui est content, c'est la raison pour laquelle vous devez open sourcer et publier et faire une vraie lib de ce petit bout de code que vous avez. Voilà, je suis prêt pour les questions si vous voulez.